Bonjour à tous, mon invité aujourd'hui, Jean-Luc Génère. Bonjour monsieur. Bonjour. Jean-Luc Génère, vous êtes auteur, metteur en scène, acteur, critique de théâtre et à tous ces titres, vous dirigez le Théâtre du Nord-Ouest à Paris. Vous publiez régulièrement des chroniques dans le Figaro Magazine, Valeurs Actuelles. Vous êtes là aujourd'hui pour cet ouvrage que vous nous présentez, Pour en finir avec la liberté chez Atlante. Ma première question, Jean-Luc Génère, dès le début de cette crise du Covid, et les restrictions gouvernementales en matière de liberté ont fait l'objet d'un quasi-consensus, dites-vous. Est-ce que vous vous attendiez vraiment à un soulèvement populaire ? Moi, j'aime mon pays, j'aime la France. J'aime l'idée que les Français soient libres, soient frondeurs, soient individuels, soient passionnés d'histoire. Et donc j'ai été effectivement surpris et très malheureux de voir ce consensus, parce que ce n'est pas un problème de gouvernement, c'est surtout un problème de peuple. Alors maintenant c'est un espèce de jeu entre le gouvernement et le peuple. Ils ont fichu la peur dans le pays, et ensuite ils s'étonnent qu'il y a un consensus de toute la population pour porter des masques, pour accepter le confinement. Encore aujourd'hui, là, à Nice, on accepte que le week-end soit confiné. Enfin bon, et tout ça sans protester, sans râler, en trouvant ça absolument normal. Moi, ça me scandalise, et plus que ça me scandalise, ça me peine. Ça me peine pour l'amour que j'ai de ce pays, quoi. C'est la peur que le gouvernement a fait aux Français qui a conduit à leur apathie. Voilà, la peur, il y a une espèce d'alliance objective entre les gouvernants, les journalistes, et puis surtout les médecins, quoi. Donc là-dessus, comment voulez-vous résister tous les jours quand vous avez, à la télévision, sans arrêt, le nombre de morts dans les journaux, ça devient effrayant. Même j'étais mort de rire l'autre jour, je regardais ce feuilleton sur un homme que j'aime beaucoup, qui est le général de Gaulle. Et vous aviez donc toute la vie du général de Gaulle, et puis à droite, en haut de l'écran, sur Antenne 2, vous aviez « Restons prudents ». Si on avait dit au général d'être prudent, comme on aurait gagné la guerre. Tout ça m'a paru « Restons prudents ». Non, restons pas prudents. C'est l'inversion de tout qui vous choque, au fond, le fait de dire non qui est criminalisé, et le fait de se soumettre qui est devenu une vertu. Voilà, c'est l'inversion des valeurs, c'est exactement ça. Tout à coup, la peur devient plus importante que le courage. Moi, je suis désolé. Je n'interdis pas d'avoir peur, je comprends que des gens puissent avoir peur, mais je trouve encore plus fort le courage, quoi. Et tout ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Il y a un vrai problème philosophique, un vrai problème chrétien au sens fort du terme, qui est que nos sociétés ont occulté la mort. Et donc, on veut durer. Mais il ne s'agit pas de durer. Durer coûte que coûte. Mais durer coûte que coûte. Et comme plus personne, à part quelques chrétiens comme moi, croit à la vie éternelle, donc ils croient que cette vie est une fin. Et alors on veut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. On sait très bien que un tiers, sinon plus, des morts sont dans les EHPAD, c'est-à-dire qui sont des mouroirs. Donc il y a là quelque chose qui ne va pas. On fait durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Des pauvres gens qui vont mourir. C'est affreux, quoi, dans la solitude. J'ai des cas autour de moi qui ont été terrifiants, quoi, de gens qui sont de pauvres vieux qui sont morts tout seuls, qu'on a enterrés en catimini. Tout ça est absolument honteux, scandaleux. Vraiment, pour moi, c'est des hauts de cœur, quoi. Voilà. Et au nom de ce principe de précaution qui est devenu une espèce de nouveau Dieu, de nouvelles lois, de nouvelles... Vous dites que ce principe de précaution, en fait, au fond, il ne sert qu'à servir les intérêts de certains. Oui, je ne sais pas, parce que... moi, je ne suis pas du tout conspirationniste, donc je ne crois même pas qu'il y ait un projet derrière, comme on a pu le voir dans certaines émissions ou dans vous pourriez être conspirationniste, c'est pas encore défendu par la loi. C'est pas encore défendu par la loi, et ça le sera certainement un jour. Mais je ne le suis pas. Je pense même pas qu'il y a un projet derrière tout ça. Pour moi, c'est
c'est la médiocrité. Le projet, vous le disiez tout à l'heure, c'était quand même de faire peur aux Français. Vous pensez que c'était voulu, cette volonté ? Non, je pense pas qu'il y ait de... Je vous dis, je pense vraiment pas que ça soit un projet. Mais c'était quoi alors le but du gouvernement de faire peur aux Français ? Le but du gouvernement, il est très simple et très clair, c'est de sauver des vies. Voilà. Alors le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que philosophiquement, en croyant sauver des vies, parce qu'effectivement, moi je pense que la maladie est grave. C'est pas autour de moi des comédiens qui l'ont attrapé très gravement. Je l'ai peut-être même eu moi-même. Enfin bon, peu importe, je ne sais pas. Mais il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas eu de mort et que le fait du confinement n'a pas protégé un certain nombre de gens. C'est évident. Le problème, c'est le prix à payer de ça. C'est-à-dire qu'au nom pour sauver tant de personnes qui sont en général des vieillards, et des vieillards qui ont peut-être, qu'est-ce qu'ils ont encore à faire sur cette terre ? C'est une vraie question philosophique, de savoir à quoi on sert, à quoi notre vie sert, et qu'est-ce qu'on fait sur cette terre et pourquoi on vit. Donc on ne se pose plus ce genre de questions. On veut durer, ce que je disais tout à l'heure. Alors au nom de ça, eh bien, effectivement, on a protégé des vies, mais pour en tuer beaucoup plus d'autres après. Parce que les résultats et les conséquences du confinement, ça va être terrible. Ça va être terrible sur le plan de la vie courante. Oui, vous évoquez le chômage, les faillites, les guerres, les famines, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à la place de ces confinements ? Eh bien, il aurait fallu faire une chose très simple, accepter le fait que l'on puisse mourir. Accepter ça. Comme ce qui s'était passé dans les années 60 avec cette espèce de grippe de Hong Kong, la grippe de Hong Kong, qui avait fait plusieurs millions de morts sans que les Français n'y avaient pensé. C'était des entrefaits dans les journaux, des espèces de petits articles. Donc il n'y avait pas besoin de ça. Et effectivement, il y a une immunité collective. C'est exactement ce qui est en train de se passer aux Indes, par exemple, en ce moment. Une immunité collective qui serait installée doucement, tranquillement. Et effectivement, il y aurait eu des morts. Simplement, c'est qu'il y a eu des morts à court terme. Mais à long terme, on ne compte pas les morts qu'il va y avoir. Et les vraies morts, c'est-à-dire les morts de l'intérieur. Parce qu'ils luttent contre la mort extérieure, mais ils ne voient pas qu'il y a une mort qui est encore plus grave que la mort extérieure. C'est la mort intérieure. C'est qu'est-ce qu'on fait de sa vie ? À quoi sert ? On voit des étudiants. L'autre jour, j'avais des spectateurs qui venaient, et rien que dans leur immeuble, ils me disaient qu'il y avait 2 jeunes qui s'étaient suicidés. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas bon. Et je donne cet exemple-là, mais il y en a plein comme ça. Moi, mes grands-parents ont été ruinés par la crise de 29. Le nombre de sociétés, le nombre. On supprime les restaurants, on supprime. Et on croit que c'est uniquement un problème économique, mais ce n'est pas seulement un problème économique. Parce que supprimer un restaurant, c'est quoi ? C'est supprimer de la convivialité. Déjà, Paris est une ville morte. On a déjà de plus en plus de mal à trouver un restaurant le soir, la nuit. Bon, alors maintenant, ça va s'accentuer. Il va y avoir un tiers ou un quart des restaurants qui vont fermer. Et un restaurant, ce n'est pas seulement une économie. C'est comme les théâtres. On nous supprime, on nous empêche de travailler. Attendez, mais moi, comme disait Macron nous dit, c'est pas utile. Je suis désolé, mais moi, si j'avais su qu'il y avait des choses utiles et des choses pas utiles, si je savais que faire du théâtre, c'était pas utile, j'aurais été pizzaiolo, j'aurais vendu des pizzas, j'aurais eu du sens dans ma vie. Non, j'ai consacré ma vie à faire du théâtre. Et pourquoi ? À quoi sert le théâtre ? Quel est le sens du théâtre ? Le théâtre, c'est montrer l'homme à l'homme, c'est montrer son frère humain. C'est absolument nécessaire qu'une société est un miroir. Si on nous prive renseigner l'homme sur l'homme. Mais voilà, renseigner l'homme sur l'homme, montrer ça. Et si on prive une société qui n'a plus ça, qu'est-ce qu'elle est ? C'était à mourir de rire, par exemple. Le coup des librairies, alors ça a été pour moi le summum. Alors on supprime, on ferme les librairies. Et puis alors il y a protestation des libraires. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution ? Aller empêcher dans les grandes surfaces qu'on vende aussi des livres parce qu'il y aurait une concurrence économique. Donc ils ne pensent qu'économie. Mais même les directeurs de théâtre sont comme ça. Ils ne croient qu'ils disent c'est pas bien, on perd de l'argent, c'est plus, etc. Mais le problème n'est pas économique, le problème il est culturel. Si on ne peut plus acheter un livre, si on ne peut plus aller au théâtre, si on ne peut plus voir son frère humain, ce que je disais, mais c'est extrêmement grave. Ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils pensent comme ça à court terme. Pourquoi pensez-vous que les restrictions vont se multiplier, les restrictions évidemment en matière de liberté ? Parce qu'on est dans ce... Le Covid a été le révélateur de quelque chose. C'est pas une chose qui arrive comme ça. C'est que tout d'un coup, ça... Je ne veux pas reprendre le mot de Stendhal, mais ça a cristallisé quelque chose. Quoi donc ? Ça a cristallisé déjà une tendance. Et cette tendance, c'est de nous priver de liberté et au nom
de ce principe de précaution dont je parlais tout à l'heure. Et donc ça n'a fait qu'accentuer ça. Moi, je ne pouvais même pas imaginer, ça revient à votre première question, je ne pouvais même pas imaginer qu'un peuple puisse accepter ça. Même pendant l'occupation, les théâtres n'étaient pas fermés. C'est la dictature du principe de précaution maintenant. C'est la dictature du principe de précaution, c'est la dictature de l'hygiénisme triomphant. Nous sommes dans un pays, et c'est quand même hallucinant, qui préfère, c'est même pas une affaire de politique, mais qui préfère la santé à la liberté. C'est quand même extraordinaire. Et vous allez vous interroger les gens dans la rue, les sondages ne mentent pas. Les gens sont pour qu'on les opprime. C'est la servitude volontaire de la Boétie, c'est exactement ça. Ils adorent ça, ils adorent être pris en charge, pris, etc. Moi, c'est le contraire de ma vision du monde, c'est le contraire de ma vision de la société, c'est le contraire. Et puis, alors, sur le plan du concret, quoi. On laisse à des petits chefs, des petits gendarmes, des petits types qui vérifient les contrôles dans les métros, de vous mettre une amende de 135 €. Ils savent ce que c'est que 135 €. Ils vivent où? 135 € pour la moitié, les trois quarts du pays, c'est un dixième d'un salaire. Et tout ça, les gens sont libres. On est libre, et parce qu'on accepte, on veut cette liberté, on est puni de 135 €, c'est-à-dire d'un dixième de son salaire. Et puis avec le terrorisme qu'il y a derrière, les leçons de morale en plus. Vous êtes, monsieur, le fait de penser comme ça, vous êtes un assassin, vous allez tuer autour de vous des gens. Je trouve ça absolument fascinant, quoi. Mais avec les propos que vous tenez, Jean-Luc Génère, vous vous défendez d'être un conspirationniste, et pourtant, les gens au pouvoir, les gens dans les médias vous traiteraient de conspirationniste. Non, parce que je vous dis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y ait un projet derrière ça. Je crois que c'est une lâcheté des politiques. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce que j'explique, c'est une chose que j'explique depuis des années à mes amis, c'est-à-dire que tout ça, c'est venu du procès du sang contaminé. À partir du moment où des politiques comme Fabius, comme Georgina Dufoy, comme Edmond Hervé ont été mis en examen parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il aurait fallu faire pour sauver des gens du sida, il y a eu un procès, ils ont été condamnés. Edmond Hervé a été condamné de manière réelle. Georgina Dufoy, qui était, comme je dis dans mon livre, une espèce de sainte, c'est comme si ils avaient voulu tous les trois. Moi, je ne suis pas un fanatique de Fabius, mais enfin, j'ai jamais vu qu'un homme comme ça voulait la mort du peuple. Donc, non, il a fait un choix politique, voilà. Et puis ce choix politique, il ne s'est pas avéré très juste par rapport à ce qui s'est passé et à l'épidémie du sida. Voilà. Vous pensez que cette histoire du Covid pourrait déboucher sur un procès, comme il y a eu un procès du sang contaminé? Oui, du sang contaminé. Enfin, il pourrait y avoir un procès du Covid. C'est pas impossible, puisqu'il y a eu 60 plaintes, dont 8 qui ont été recevables. C'est pas impossible que ça puisse arriver. Mais imaginez ce qui serait passé au moment du sida, où si tout à coup, et ça aurait pu se faire, il y avait eu des gens qui aillent surveiller et qui interdisent aux homosexuels de faire l'amour. Alors là, oulala, notre bonne gauche, là, ce serait, on en aurait entendu. Et d'aller mettre dans l'intimité comme des caméras pour vérifier si tout le monde a cette espèce d'horreur là qui est le machin, le capote anglaise, quoi. Enfin, bon, imaginez ça, on serait bon. Là, toute proportion gardée, on en arrive là, quoi. Au lieu que ce soit sur le sexe, le masque, il est sur le visage. Qu'est-ce que c'est que de ne pas pouvoir regarder son frère en face? C'est croire quoi? C'est croire que c'est donner une puissance, un terrorisme à la parole. Mais la parole, c'est qu'un élément. La parole, elle se traduit par un sourire, elle se traduit par un rictus, elle se traduit par... On parle, et quand on parle à quelqu'un et qu'on dialogue, eh bien, on voit bien si ce qu'on a dit est entendu, et ce qu'il dit est entendu, mais s'il cache son visage, c'est quand même terrifiant. Et puis alors, franchement...
quand on a vu quand même, il venait d'y avoir une loi pour empêcher le masque dans la rue, pour essayer tout ça de lutter contre l'islam, contre l'islamisme, voilà. C'est comme je dis dans mon livre, c'est nos braves Fatma qui vont être heureuses comme tout. On avait raison avant vous. Nous, on savait qu'il fallait rester masqué. On avait prévu les choses. Les femmes qui portent le niqab. Bah oui, exactement. Bah oui, on se protège. Comme dans les pays asiatiques, c'était une tradition. C'est une tradition de ne pas se toucher. Ils croient quoi que ces traditions de ne pas se toucher, c'est comme le porc, l'interdiction du porc. Ils croient que ça vient comme ça d'une interdiction pour être méchant. Mais non, le porc, ça peut donner des maladies. Si c'est pas assez cuit, on le sait très bien. Et c'est vrai que toucher son ami, son frère, s'embrasser, qu'est-ce que c'est que s'embrasser? C'est passer de la salive, c'est dégueulasse. Oh là là, quelle horreur. Bah donc il faut pas, voilà, etc. Prendre le risque de l'autre, aimer l'autre. Et alors, sur le plan de l'Église, mon Dieu, moi je suis catholique, et profondément catholique, mais enfin, je suis atterré. J'étais l'autre jour dans une église, le prêtre qui est devant moi, à qui je parlais, il reculait de 2 mètres parce que j'avais pas de masque. C'était va des rétro Satanas, c'était absolument affligeant, c'était terrifiant. Vous craignez un contrôle des masses comme le modèle chinois le fait? C'est ce qui risque d'arriver. Dieu merci, on n'est pas encore en Chine, mais quand des amis qui ont vécu en Chine, qui vivent encore en Chine, me disent mais c'est terrifiant, quoi. On est dans Orwell. Mais pour revenir à l'Église, c'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire, l'Église, justement? Eh bien, l'Église, c'était le moment de dire sa différence. Et sa différence, c'est la présence réelle. Il confond, la présence réelle de quoi? La présence réelle, c'est-à-dire que le lieu Église, l'Eucharistie, c'est la présence réelle du Christ, voilà. Donc le lieu église, c'est pas un temple, une église, c'est pas c'est pas la même chose qu'une mosquée ou le Saint-Esprit est présent dans l'église. C'est quoi les outils théologiques que l'église aurait dû mettre en avant pour lutter contre les dérives? La spécificité catholique c'est quoi la spécificité? C'est la présence réelle dans l'Eucharistie, tout ça. C'est ça. La présence du Christ dans l'Eucharistie, dans l'hostie. Dans l'hostie, bien sûr. Et donc là, on fait quoi? Alors, il y a même une église, c'était à mourir de rire, où ils ont mis dans les bénitiers du produit, là, voilà, en disant, voilà, l'hygiène devient plus importante. Ce lieu qui était un lieu de vie devient un lieu de mort. L'hostie devenait un élément de mort, mais c'est le contraire de tout. Alors, comme je dis dans mon bouquin, si vous êtes comme maintenant la majorité des gens et des politiques complètement athées, on peut comprendre, mais les évêques, les prêtres qui ont accepté ça, le baiser de paix, enfin à la fin de la messe, quand on se serre la main, quand on s'embrasse, tout ça interdit. Donc c'est la peur de l'autre. C'est le contraire du baiser au lépreux. Je cite à un moment donné Saint François qui dit c'est parce que je peux embrasser un lépreux que j'ai vu qu'on pouvait que je suis devenu ce que je suis. Tout ça c'est interdit, voilà. Alors donc, évidemment, ça n'aurait pas empêché Saint François d'embrasser le lépreux. Hein. Et moi, ça ne m'empêche pas de serrer la main de mon frère et de le regarder. Et voilà. Et moi, je ne porte pas de masque dans la rue. J'essaye de vivre le plus normalement possible. Voilà. Au-delà de cet hygiénisme que vous qualifiez de totalitaire, vous allez aussi sur le terrain de l'écologie. Vous voyez dans cette science un possible totalitarisme, remettant en cause les libertés individuelles. Oui, c'est-à-dire que, là encore, c'est toujours dans une perspective chrétienne. On a changé les choses, les valeurs. C'est-à-dire que pour les chrétiens, et donc pour la civilisation européenne et française, la terre, elle nous a été donnée par Dieu pour la faire fructifier, pour la transformer, pour la rendre belle, voilà. Donc voilà. Mais maintenant, c'est plus du tout ça. Maintenant, on est dans une espèce d'égalité entre les animaux, les plantes, tout ça vaut
c'est la même chose, et les hommes, tout ça, c'est sur le même plan. Il n'y a pas c'est pas l'homme qui est le maître de la. Tout ça, c'est pareil. Ce qui fait qu'on arrive à des paradoxes où on est, nous, accusés de manger de l'agneau, mais on trouve formidable que le tigre bouffe la petite agneau, ou le loup tue les moutons en France, ou l'ours. Bon, là, on trouve ça magnifique, il faut garder ça, etc., etc., etc. Mais alors, nous, on n'a plus le droit de manger une petite côte d'agneau avec un bon vin, qui est quand même une tradition qui vous grandit l'être, qui apporte de la convivialité, qui apporte du bonheur, du plaisir. Mais dans le christianisme, justement, Jésus dit qu'il y a quand même une différence entre l'homme et les animaux. On n'est pas un animal comme les autres. Exactement, c'est radicalement différent. Et en plus, quand Jésus transforme l'eau en vin, il ne transforme pas l'eau en vin, il transforme l'eau en très bon vin, ce qui change toutes les perspectives. Vous allez aussi sur les lois mémorielles, c'est un sujet qui est un petit peu à part dans cet ouvrage. Pourquoi vous dites qu'elles agressent le bon sens, ces lois ? Mais parce que ces lois, Alors c'est les lois Guesso, c'est la loi Guesso, c'est la loi sur les Arméniens, c'est la Pleven. Ah oui, tout d'un coup on commence à faire des différences. À partir du moment où vous commencez on crée du racisme, quoi. À partir du moment où vous avez l'air de dire, voilà, on a le droit de taper, je peux dire sale anglais, je peux plus dire sale juif. Ça va pas, quoi. Tout d'un coup, donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on met un peuple dans une position d'infériorité, donc dans une position de victimaire qui devient. Et alors, évidemment, à ce moment-là, pour ceux qui le sont vraiment, qui sont vraiment racistes, ce qui moi me paraît absolument atterrant, comme disait Léon Blois, quand on est catholique, peut-on être antisémite ? C'est comme si on frappait la face de sa mère. Donc, voilà. Donc, pour moi, le racisme est une aberration. L'antiracisme est une aberration ou le racisme ? Le racisme est une aberration, et donc l'antiracisme aussi une aberration, parce que c'est pareil. C'est exactement ça. Et les lois mémorielles, elles ne font que cristalliser, pour reprendre encore ce mot que j'aime bien, ça. Donc elles cristallisent et elles amènent du racisme. Voilà. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Comment voulez-vous et c'est pareil pour les Arméniens. Moi, Dieu sait si j'ai été malheureux de ce qui vient de se passer au Karabakh. Donc j'ai plein d'amis arméniens, j'adore les Arméniens. En plus, c'est vraiment la présence chrétienne dans cette partie du monde, donc c'est très très important. Mais c'est ridicule, quoi. Je veux dire, comment voulez-vous que les Turcs ensuite, on a l'impression que c'est une loi qui est anti-turque. Non, c'est grotesque. C'est pas voilà. Il y a des milliers de victimes dans le monde. Il y a des gens qui sont tués tous les jours, qu'ils soient juifs, qu'ils soient arméniens, qu'ils soient allemands, qu'ils soient français, qu'ils soient musulmans. C'est pareil, c'est des abominations et c'est des meurtres. Et c'est pareil avec les lois qui sont en train de se faire. Regardez, j'en parle pour la confession des prêtres. Maintenant, les prêtres sont obligés d'aller, si vous vous confessez, d'aller dénoncer le pédophile voilà. Alors pourquoi le pédophile ? Et puis, alors tout d'un coup, il deviendrait moins grave d'aller donner un coup de couteau dans le ventre d'une femme enceinte, alors que si vous avez violé un enfant de 3 ans, là, ça devient... Mais pas du tout, ils ne savent pas ce que c'est que la confession. Ils ne comprennent pas ce que c'est que la confession. Évidemment qu'un meurtrier, c'est un type abominable. Mais le fait de confesser sa faute, son péché, est une merveille, parce qu'il se libère de quelque chose. Et donc ça l'aide. Et à partir du moment où il fait cette démarche de confession, c'est déjà qu'il est dans la culpabilité, c'est déjà qu'il fait un mouvement. Et le prêtre, par le Christ, par la vision du Christ et du Saint-Esprit qui est là, va l'aider à sortir de son péché. On ne comprend pas en France aujourd'hui, c'est dans le mouvement des lois, que le drame, ça n'est pas la victime, c'est le bourreau. C'est lui qui doit être aidé. C'est pas la victime. La victime, elle a qu'à essayer de voir qu'est-ce qu'elle fait de ce qui lui arrive. Mais le bourreau, celui qui a tué, comment peut-on vivre quand on a tué un enfant, quand on a violé un enfant de 3 ans, comment on peut continuer à vivre, hein. Je sais qu'il y en a qui arrivent. Mais celui qui fait la démarche de la confession, il est déjà dans ce rachat possible. Et c'est ça qui est beau. Et c'est pour ça que la confession est essentielle. Mais quand on commence à lui mettre des règles, des lois, etc., c'est comme la prescription, là. Ils sont en train de passer la prescription. C'est une folie. Ils sont en train de passer déjà 30 ans, c'est une aberration. De 30 ans à 40 ans. Et ils ne comprennent pas un quart de seconde d'une chose.
c'est que, je ne sais pas, moi, si j'avais été violé par mon père et que je le porte et que c'était une chose abominable, mais j'aurais pas voulu nécessairement qu'il aille en prison. C'est pas la prison qui va régler ça. Je peux comprendre qu'on puisse avoir envie de le clamer, d'écrire un livre, etc. C'est la peine de mort qui réglerait ce genre de choses. J'ai écrit un livre sur la mort. Un des précédents, c'était pour en finir avec la mort, où je parle de la peine de mort aussi, pour lequel je suis plutôt pour moi la peine de mort, parce que je trouve que la peine de mort est fondamentale dans la mesure où ça n'a fait qu'accentuer qu'en la supprimant les peines, les durées de peine, quoi. Et que je suis absolument scandalisé par les peines imprescriptibles, scandalisé par des peines d'éternité en prison. C'est la lâcheté des sociétés, alors qu'une peine, donner la mort pour une société, c'est mettre les mains dans le sang. Et donc, c'est créer une responsabilité. Ça doit être évidemment exceptionnel, mais au moins, on prend la responsabilité de quelque chose et on laisse au Christ et à Dieu des cas. La responsabilité de juger qui a, je pense, un peu plus de moyens que nous. Pour terminer, Jean-Luc Génère, je vous cite, vous dites qu'aujourd'hui, les attaques et donc les dangers viennent de l'islamisme, du néo-communisme, du communautarisme et du populisme. Est-ce que le populisme est un danger aujourd'hui ? Le populisme, c'est toujours la même chose. C'est aussi un des dangers, si vous voulez, quand vous voyez, je sais pas, les gilets jaunes ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que le pouvoir du médiocre, le pouvoir de l'inculte, le pouvoir est aussi dangereux que donc il faut aussi... Les gilets jaunes sont des incultes pour vous ? Non, pas nécessairement, parce que dans les gilets jaunes, il y a des gens formidables, évidemment. C'est pas et les problème. populistes, c'est pourtant ceux qui subissent le pouvoir, pour l'instant. Oui, pour l'instant. Mais je veux dire que c'est pas parce que... on peut les défendre tant qu'ils ne sont pas au pouvoir. Mais les populistes, c'est plutôt la réaction à l'islamisme, au néo-communisme, au communautarisme. Certes. De toute façon, moi, je vote en général de ce côté-là. Donc, c'est pas la question. Simplement, c'est que si le populisme vient au pouvoir, ça peut être aussi très vite un totalitarisme. Et un des problèmes aussi, c'est si la bêtise gouverne un pays, quoi. Ça, c'est aussi extrêmement grave. Moi, je ne suis pas un démocrate, je suis plutôt royaliste dans mes pensées, ou en tout cas anarcho-gaulliste, je dirais, dans ma manière de voir les choses. Moi, je suis pour le tyran juste, hein, donc c'est-à-dire l'être éveillé, voilà, le roi. Oui, mais bien conseillé, et bien entouré, et bien, voilà. Bon. Je pense que c'est la seule proche de ce qu'il faudrait. Maintenant, il n'y a pas de régime qui soit idéal, hein, donc c'est pas la question. Mais le populisme peut être dangereux parce que le populisme, je vous dis, c'est la démocratie triomphante et ça donne. Vous n'avez qu'à regarder les sondages. Hein, là, par exemple, rien qu'aujourd'hui, je lisais le Figaro, des trucs tout bêtes. Dans le Figaro, ils font un sondage sur la venue de l'homme sur Mars. On se dit, je sais pas, très bien, je vois pas en quoi on peut être contre. Il y a 52% des lecteurs du Figaro qui sont contre qu'on envoie des hommes sur Mars. C'est grotesque. Alors donc on ne pourrait plus, au nom de ça, envoyer des gens dans l'espace, qui est aussi un des amirs de l'humanité, puisqu'on est à l'aube de l'humanité. Hein, bon. Par exemple, c'est un exemple, mais c'est valable pour tout. Quand vous regardez les sondages, à chaque fois, moi je suis atterré. Je regarde, ah oui, d'accord, bon, les sondages. Et là, le pouvoir du petit, le pouvoir du médiocre, le pouvoir du crétin, le pouvoir. Moi, je suis pas pour ça, quoi, hein, du tout. J'aime l'intelligence. On en restera là, Jean-Luc Génère. Votre ouvrage, c'est Pour en finir avec la liberté, publié chez Atland, que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle. Merci Jean-Luc Génère. Merci.